rappelez sans doute la fonction dont le graphique se présente sur cette forme. Il s'agit bien de la fonction carré. Et voici son tableau de variation. Bien, on a trouvé une autre fonction qui a le même tableau de variation que la fonction carré, mais son graphique est tracé différemment. C'est bizarre. Si vous avez des doutes, voici les différentes étapes qu'on vous a appris à l'école. Le domaine de définition, les limites aux bornes du domaine, dérivée première, tableau de signe de la dérivée, intersection de la courbe avec les axes de coordonnées, et enfin le tableau de variation. Alors, penseriez-vous à tracer la courbe de la fonction g de cette façon, à donner son tableau de variation? Et pourquoi la courbe de la fonction carré est tracée de cette façon et pas comme ça par exemple? Donc vous conviendrez avec moi que les informations du tableau de variation ne sont peut-être pas suffisantes, que certaines étapes manquent à une bonne représentation graphique d'une fonction. Par rapport à ce constat, on va regarder ensemble trois aspects importants qu'il convient de prendre en compte pour avoir une meilleure approximation de la forme du graphique. Premier aspect, direction de provenance et d'acheminement de la courbe lorsque x tend vers moins l'infini et plus l'infini respectivement. Il est important de savoir de quels endroits part la courbe quand x tend vers moins l'infini et comment elle va à l'infini quand x tend vers plus l'infini. Si limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale à 1 appartenant à R, alors la courbe admet une asymptote horizontale, c'est-à-dire qu'elle épouse la droite d'équation y égale à 1 au départ aussi bien qu'à l'arrivée. Si limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à plus ou moins l'infini, c'est-à-dire que l'image croît à l'infini quand x tend vers l'infini. Alors on détermine la limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini pour savoir quel facteur croît plus vite que l'autre ou si les deux facteurs croissent de manière proportionnelle. Si limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à plus ou moins l'infini, c'est-à-dire que f de x croît plus vite que x, alors la courbe de f admet une branche parabolique de direction asymptotique au y ou au y près. On attend par là une branche parabolique qui tend à être parallèle à l'axe OY ou OY' à l'infini. Il y a 4 cas de figure. Le premier cas, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini, et limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Le deuxième cas, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Le troisième cas, limite de f de x égale à moins l'infini quand x tend vers moins l'infini, et limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Et le dernier cas, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Maintenant, si limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égal à 0, c'est-à-dire que x croît plus rapide que f de x, alors la courbe de f admet une branche parabolique de direction asymptotique au x ou x'. Il y a encore 4 cas de figure. Le premier cas, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini, et limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini égale à 0 moins. Et deuxième cas, limite de f de x égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et limite de f de x sur x égale à 0 plus quand x tend vers plus l'infini. Et troisième cas, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini, et limite de f de x sur x égale à 0 plus quand x tend vers moins l'infini. Et le dernier cas, limite de f de x égale à moins l'infini quand x tend vers plus l'infini, et limite de f de x sur x égale à 0 moins quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, si limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égal à a différent de 0, c'est-à-dire que f de x et x croissent de manière proportionnelle, alors la courbe de f a une direction asymptotique qui est celle de la droite d'équation y égale à x. Si de plus, limite de f de x moins à x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale à b, b appartenant à R, alors la droite y égale à ax plus b est asymptote oblique à la courbe. Si limite de f de x moins à x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à plus ou moins l'infini, alors la courbe de f admet une branche parabolique de direction asymptotique oblique qui est celle de la droite y égale à x. Cette branche parabolique est en dessous ou au-dessus de la droite y égale à x, selon que l'on obtient moins l'infini ou plus l'infini comme limite de cette quantité. Si limite de f de x moins à x quand x tend vers plus ou moins l'infini n'existe pas, alors on ne peut rien dire sinon que la courbe f admet une direction asymptotique qui est celle de y égale à x. Donc on comprend pourquoi maintenant les branches infinies des deux courbes sont différentes. Parce que
pour la fonction f, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Et on a trouvé limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Donc, quand x tend vers moins l'infini, on a une branche parabolique de direction asymptotique au y. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et on a trouvé que limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, quand x tend vers plus l'infini, on a une branche parabolique de direction asymptotique au y. Alors que pour la fonction g, la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Et la limite de g de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0 moins. Donc, quand x tend vers moins l'infini, on a une branche parabolique de direction asymptotique au x'. Et limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. La limite de g de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0 plus. Donc, quand x tend vers plus l'infini, on a une branche parabolique de direction asymptotique au x. Le deuxième aspect, la convexité de la courbe, ou la forme de la courbe. Si la dérivée première nous enseigne sur le sens de variation de la courbe, c'est-à-dire quand elle monte, quand elle descend et à quel point elle change de sens, cependant elle ne nous dit rien sur la façon dont la courbe monte ou descend et s'il y a un point à partir duquel la façon de monter ou de descendre change. Parce qu'on peut bien monter comme ça ou comme ça et descendre de cette façon ou de cette façon. Les deux façons de monter ou de descendre peuvent être combinées à l'aide d'un point qu'on appelle point d'inflexion. C'est ce que la dérivée seconde va nous permettre de comprendre. Soit f est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle ouvert i, f est convexe sur i si et seulement si la dérivée seconde de f est strictement supérieure à 0 quel que soit x appartenant à i. En d'autres termes, quels que soient deux points choisis sur la courbe, le segment reliant les deux points est au-dessus de la courbe, ou du moins si toutes les tangentes sont en dessous de la courbe. F est concave sur i si et seulement si la dérivée seconde de f est strictement inférieure à 0 quel que soit x appartenant à i. En d'autres termes, quels que soient deux points choisis sur la courbe, le segment reliant ces deux points est en dessous de la courbe, ou du moins si toutes les tangentes sont au-dessus de la courbe. Si la dérivée seconde de f est égale à 0 pour quel que soit x appartenant à i, alors f n'est ni convexe ni concave. Il peut s'agir d'une droite. Si la dérivée seconde s'annule en quelques points de i, ces derniers constituent les abscisses des points d'inflexion où la courbe change de concavité. En ces points, la tangente traverse la courbe. Dans le cas de nos exemples, pour la fonction f, la dérivée première est égale à 2x et la dérivée seconde est égale à 2. Donc strictement supérieure à 0 pour quel que soit x appartenant au domaine de définition. Donc f est convexe sur tout R, c'est-à-dire toutes les tangentes sont en dessous de la courbe. En revanche, pour la fonction g, la dérivée première est égale à 2x sur 1 plus x carré et la dérivée seconde donne 2 moins 2x carré sur 1 plus x carré au carré. Donc, pour étudier le signe de la dérivée seconde, on va regarder le signe du numérateur, car le signe du dénominateur est positif. Pour que la dérivée seconde de g soit supérieure à 0, il faudrait que la variable x soit comprise entre moins 1 et 1. Donc, ce tableau des signes nous enseigne sur la concavité et la convexité de la fonction g. Sur moins l'infini à moins 1, union 1 à plus l'infini, g est concave. Les tangentes sont au-dessus de la courbe. Sur moins 1 à 1, g est convexe. Les tangentes sont en dessous de la courbe. Et au point moins 1 ln2 et 1 ln2, la courbe change de concavité. Ces deux points sont deux points d'inflexion. Troisième aspect, les tangentes particulières, tangente horizontale, verticale ou quelconque. Lorsque le domaine de définition d'une fonction comporte au moins une extrémité bornée ou fermée, il est important de savoir comment se comporte la courbe lorsqu'elle s'approche de ces points pour avoir une bonne approximation de son tracé. Il est à noter également que la dérivée de f en un point x0 représente la tangente de l'angle alpha formé entre l'hypoténuse du triangle et l'axe des abscisses. Le numérateur représente le côté opposé et le dénominateur le côté adjacent. Donc f' de x0 est égal à tangente alpha. Lorsque f' de x0 est égal à 0, donc tangente alpha égale à 0, ce qui implique que
sin alpha sur cos alpha égale à 0, une solution est alpha est égale à 0 degré. En d'autres termes, la droite de la tangente en ce point est parallèle à l'axe des abscisses. On dit qu'on a une tangente horizontale que la fonction atteint un extrémum local ou global. Lorsque f' de x0 est égal à plus ou moins l'infini, donc tangente alpha est égal à plus ou moins l'infini, ce qui implique que sin alpha sur cos alpha est égal à plus ou moins l'infini, une solution est alpha est égal à plus ou moins pi sur 2 ou 90 degrés. En d'autres termes, la droite de la tangente en ce point est perpendiculaire à l'axe des abscisses. On dit qu'on a une tangente verticale. Dans le cas contraire, on a une tangente quelconque, où alpha est égal à arc tangente f' de x0. Par exemple, si f' de x0 égale à 1, donc tangente alpha est égal à 1, ce qui implique que sin alpha sur cos alpha est égal à 1, alors alpha est égal à arc tangente 1 qui est égal à pi sur 4, donc 45 degrés. Par exemple, pour la fonction carré définie sur 0 à plus l'infini, la dérivée première de f en 0 est égale à 0. On a une tangente horizontale. A noter que Jésus a une demi-tangente orientée vers la droite, car la fonction est dérivable à droite de 0. On en reparlera dans la prochaine vidéo sur la dérivabilité. En revanche, pour la fonction racine carrée, définie sur 0 à plus l'infini, la dérivée première en 0 est égale à la limite de 1 sur 2 racine carrée de x quand x tend vers 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Pour la même raison, on aura une demi-tangente verticale orientée vers le haut à cause du signe de l'infini. Comme vous pouvez le remarquer sur les deux graphiques, la courbe suit sa tangente en ces points lorsqu'elle part ou se rapproche d'eux. À partir de ces informations, si on vous donne le tableau de variation de la fonction arc-sinus sur cet intervalle, vous saurez qu'il faut tracer la courbe de cette façon et non comme ça. Allez, donc si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. Abonnez-vous avec la chaîne, aimez, partagez et suivez les différentes pages. La prochaine vidéo portera sur la dérivabilité. Restez connectés.